Aujourd'hui, nous arrivons à la dernière étape de notre parcours pour comprendre et modéliser les écoulements non uniformes. Nous avons commencé à aborder ce calcul à partir du calcul en canal prismatique. Et ce calcul en canal prismatique, nous l'avons fait à partir de l'équation différentielle dH sur ds, qui, transformée en différence finie, nous avait permis de calculer soit delta S en fonction de delta H, qui est un calcul direct, sans itération, soit delta H en fonction de delta S, qui est alors un calcul itératif. Mais n'oublions pas que l'équation dH sur ds a été établie avec l'hypothèse que la dérivée partielle dA sur ds était égale à 0. En d'autres termes, que A ne varie pas d'une section à l'autre, ou encore que le canal est prismatique. Ce qui évidemment exclut le cas des rivières naturelles. Autre élément, si le canal est prismatique, nous sommes capables de calculer la profondeur critique. Ça, de toute façon, nous sommes capables de le faire dans tous les cas, parce que même dans une rivière naturelle, la profondeur critique existe. Mais nous sommes aussi capables de calculer la profondeur uniforme, qui, elle, n'existe que dans les canaux prismatiques. Et du coup, nous pouvons comparer HC et HU, nous pouvons voir dans quelle zone nous nous trouvons, soit avec un premier, soit avec un dernier point de l'axe hydraulique, et retrouver le type d'axe, par exemple l'axe M3 pour la vanne de fond, soit l'axe M1 pour un axe hydraulique qui déboucherait sur un lac ou sur un océan. Tout cela est impossible dans le calcul en section quelconque. L'équation dH sur ds n'est plus valide, la profondeur uniforme n'existe plus, et nous ne pouvons donc pas définir les différents types d'axes que nous avons présentés pour les canaux prismatiques. Et donc nous devons voir comment nous allons pouvoir généraliser ce que nous avons vu dans le cas des canaux prismatiques au cas des rivières naturelles, et c'est ce que va vous expliquer Adermus Joseph, à qui je cède la parole. Yves Zec vous a présenté le calcul en section prismatique. En section quelconque, la difficulté est qu'il n'existe plus de relation simple entre le niveau d'eau ou la profondeur et les paramètres géométriques qui sont nécessaires pour le calcul. L'air mouillé, le périmètre mouillé, le rayon hydraulique. On va donc adopter une stratégie tout à fait différente en utilisant tout simplement l'équation de Bernoulli entre une section 1 à l'amont et une section 2 à l'aval. L'équation de Bernoulli traduit la perte de charge entre la section 1 et la section 2. La perte de charge J12 peut par exemple se calculer comme la moyenne de la perte par frottement SF delta S entre la section 1 et la section 2, ce qui permet de réécrire l'équation. Ces pertes par frottement, nous avons vu qu'elles dépendaient de l'air mouillé A et du rayon hydraulique R, et donc de la profondeur d'eau H. Si on détaille l'équation, on voit donc apparaître des paramètres qui dépendent de la profondeur H1 et d'autres de la profondeur H2. Donc, si par exemple on connaît H1 et que l'on cherche H2, l'équation de Bernoulli prend une forme où l'inconnu H2 apparaît dans plusieurs termes. L'équation ne peut plus être résolue de manière directe. On procédera donc par essai et erreur en essayant différentes valeurs de H2
jusqu'à ce que l'équation soit vérifiée. Rappelons-nous comment déterminer la valeur des paramètres fonction de la profondeur H. La section est donnée sous forme d'une polygonale. Comme exposé précédemment, on peut calculer l'air mouillé, le périmètre mouillé, le rayon hydraulique en fonction de la profondeur H, soit en considérant la surface comme la somme de tranches verticales, soit comme la somme de tranches horizontales. Retournons en Haïti et voyons ce que donne un tel calcul dans le cas de la rivière de Cavaillon, rivière dont la topographie est évidemment loin d'être régulière. La rivière est décrite à partir de 97 sections. Considérons le tronçon compris entre les sections 87 et 95. Ce tronçon comprend entre autres la section 91 qui nous a servi d'exemple pour montrer comment définir une polygonale. On voit que chaque section transversale a ses caractéristiques propres. Calculons la ligne d'eau sur le tronçon de rivière considéré. Supposons un débit de 100 mètres cubes par seconde et un niveau imposé à l'aval de 10 mètres. On calcule la profondeur critique figurée en tiret rouge. Comme le niveau imposé à l'aval se trouve au-dessus de la profondeur critique, la ligne d'eau est une ligne d'eau contrôlée par l'aval. On peut donc calculer point par point la ligne d'eau en remontant vers l'amont en utilisant la méthode détaillée précédemment. La ligne bleue représente donc la ligne d'eau pour un débit de 100 mètres cubes par seconde. Supposons un débit différent, par exemple 200 mètres cubes par seconde au lieu de 100. La profondeur critique augmente et la ligne d'eau monte significativement. La méthode que vient de vous exposer Adermus Joseph est donc assez différente de celle que nous avions développée pour les sections prismatiques. Cependant, il y a des leçons que nous avons tirées de ce calcul pour les sections prismatiques qui ne sont pas totalement perdues dans le cas des rivières naturelles. Et nous allons en montrer un exemple. Nous avons ici l'exemple d'un calcul de puissance hydroélectrique que l'on pourrait tirer d'un réservoir d'eau potable existant. Ce réservoir, c'est sur la rivière Agbado, au Bénin. Et c'est un réservoir qui dessert en eau potable une ville, la ville de Savalou. Et il y a en fait pas mal d'eau qui n'est pas retenue en saison des pluies dans le réservoir. Et l'idée est de pouvoir utiliser le surplus qui, si on ne fait rien, va tout simplement passer sur l'évacuateur de crue. Et donc, on peut essayer de récupérer, en période de crue, on pourrait essayer de récupérer l'énergie disponible plutôt que de laisser simplement couler l'eau. Et on peut démontrer en hydroélectricité que la puissance à laquelle on peut prétendre est proportionnelle moyennant un rendement état, à ρ G, Q le débit et la différence de niveau entre l'amont et l'aval. Le niveau amont, il est relativement facile à déterminer pour un débit donné.
il suffit de le calculer à partir de l'équation du déversoir. Par contre, le niveau aval, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'à l'aval, nous avons la rivière naturelle et nous n'avons pas un point fixe à partir duquel on puisse calculer, en remontant par exemple le courant, on puisse calculer l'axe hydraulique. Comment peut-on se débrouiller? Ce que l'on a fait, on a simplement mesuré des sections. On a un peu simplifié la partie de débordement, la partie lit majeur. On a mesuré des sections sur un peu plus de 3 km à l'aval du barrage. Et ce que l'on fait alors, c'est utiliser les techniques que vient de vous exposer Adermus Joseph pour calculer un axe hydraulique à partir d'un niveau aval quelconque. On a choisi 116 mètres ici, et on fait remonter donc l'axe hydraulique par les équations de Bernoulli. Mais ce 116 mètres est arbitraire. Alors ce que nous avons essayé, c'est de calculer l'axe hydraulique dans les mêmes conditions, pour le même débit, mais cette fois-ci en utilisant un niveau aval plus élevé, 117 mètres au lieu de 116 mètres, ou en utilisant un niveau aval moins élevé, 115 mètres au lieu de 116 mètres. Et nous constatons quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, les trois axes hydrauliques convergent pratiquement vers une valeur unique, vers une ligne d'eau unique à l'amont. En fait, tout se passe comme si nous avions des axes M1, MU et M2 qui convergeaient vers la profondeur uniforme, comme dans le cas d'un canal prismatique. Alors ici, bien sûr, la valeur de convergence, l'axe de convergence n'est pas un axe uniforme, puisque nous n'avons pas une section prismatique. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler une ligne d'eau pseudo-uniforme, qui est en fait la ligne d'eau la plus naturelle pour la rivière, puisqu'elle est indépendante pour une bonne part des conditions d'aval. Et bien sûr, c'est ce niveau, c'est le niveau de cette ligne d'eau à l'abscisse 0, donc juste à l'aval du barrage, que nous pourrons utiliser comme Z aval dans le calcul de la productibilité électrique de notre centrale hydroélectrique. Ainsi, nous avons à peu près fait le tour de la question. Nous sommes capables maintenant de calculer un axe hydraulique aussi bien dans des conditions de canaux prismatiques que de rivières naturelles. Mais chaque fois, nous n'avons calculé qu'un seul axe hydraulique. Et dans la réalité, bien entendu, nous avons une succession d'axes hydrauliques. Si on prend l'axe M3 par exemple, c'est un axe relativement court qui vient buter contre la profondeur critique, et donc cet axe doit passer le relais à un autre axe hydraulique. Et donc nous devons trouver le moyen de lier entre eux différents types d'axes hydrauliques. Et ça, ce sera le thème des leçons suivantes. À bientôt.